Bonjour, bienvenue à ProSanté. Nous continuons avec notre série qui concerne la médication avec notre invitée, Maude Pelletier, pharmacienne. Bonjour Maude. Bonjour. Aujourd'hui, un sujet très intéressant comme à l'habitude, c'est les antidépresseurs. Pourquoi on prescrit des antidépresseurs? Les antidépresseurs, maintenant, sont prescrits pour toutes sortes de choses. Il ne faut plus juste associer ça à la dépression. On l'a pour la dépression, évidemment. L'anxiété, même les douleurs chroniques, maintenant, c'est fort utilisé. On peut avoir les symptômes de ménopause, plusieurs problèmes psychiatriques, que ce soit le fameux TOC, le trouble obsessionnel compulsif, le trouble de la personnalité limite, la maladie bipolaire, et j'en passe. On l'utilise vraiment à bon escient maintenant. Oui, il y a une bonne partie de la population maintenant qui sont soignés avec des antidépresseurs. Effectivement. Moi, ce que je voulais savoir, ce qui m'interpelle beaucoup, je suis d'une autre génération. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand on parlait d'antidépresseurs, sans dire que c'était mal vu, c'était quelque chose plus d'exception comme tel. Ça a beaucoup évolué. Comme la société a évolué aujourd'hui, régulièrement, on voit des gens qui, pour des raisons, soit à cause du travail, font des dépressions, soit à cause de problèmes familiaux ou autres. On s'en sert également, comme vous l'avez si bien mentionné, dans le syndrome de douleur. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que les gens sont encore inquiets quand on leur prescrit des antidépresseurs? Bien, je pense que vous l'avez bien mentionné. Il y a quand même un changement au niveau de la culture, peut-être, de la société maintenant. C'est un petit peu plus connu, c'est plus ouvert d'en parler aussi. Mais c'est vrai, il faut l'avouer, il y en a qui sont encore réticents à débuter un traitement. Je pense que c'est là aussi notre rôle de pharmacien, d'intervenir, de répondre à leurs questions, tout simplement. Parfois, ça les rassure de savoir que c'est utilisé autant maintenant pour toutes sortes de traitements. Puis on ne veut pas non plus qu'ils l'apprennent par en dessous, disons, en allant lire sur leur traitement pour la douleur, puis se dire, bien voyons, mon médecin ne m'a pas dit ça, il me prescrit un antidépresseur. C'est pas pour la dépression nécessairement, ça va être vraiment pour traiter la douleur. Tandis que oui, ça peut traiter aussi la dépression, l'anxiété et tout ça. Fait qu'on est vraiment là pour répondre aux questions. Puis la plupart aussi, c'est surtout maintenant par peur pour les effets indésirables. Fait qu'on pourra les regarder un petit peu plus tard, je pense, les effets indésirables. Oui, on va regarder ça un peu, mais je reviens aux questions que les gens vous posent quand c'est une première fois qu'on prescrit, par exemple, des antidépresseurs. C'est quoi le genre de questions qu'on peut vous poser? Bien, la première, souvent, c'est est-ce qu'il y a d'autres moyens de me guérir que prendre ça? Puis oui, la réponse est oui. Il y a aussi des thérapies qui existent, puis c'est super. Pour avoir de meilleurs résultats, c'est recommandé, par exemple, souvent de combiner les deux, thérapie et traitement. L'autre question assez populaire, c'est combien de temps je vais prendre ça? Est-ce que je vais être pris avec ça toute ma vie? Est-ce que je vais être dépendant à ces médicaments-là? La réponse, c'est non. La première fois qu'on fait un épisode de dépression, par exemple, on recommande de traiter à peu près 6 mois à 12 mois, au minimum. Il ne faut pas arrêter après 3 mois quand on voit qu'on va bien, parce que c'est le traitement qui fonctionne, c'est pour ça qu'on va bien. On doit attendre d'avoir instauré des changements, particulièrement dans nos habitudes de vie ou la cause derrière cette dépression-là. Si c'était le travail, bien, il va falloir trouver des solutions derrière ça pour pas que ça se reproduise. Une fois qu'on est bien entouré, qu'on voit qu'on a évolué là-dedans, qu'on a une thérapie, par exemple, des choses comme ça, là, on peut songer à l'arrêter graduellement. Parce que non, il n'y a pas de dépendance aux antidépresseurs. Il y a juste une maladie qui évolue dans le temps. Malheureusement, la dépression, ça peut être chronique parfois. Ça peut être un médicament, effectivement, qui peut être pris pour plusieurs années pour certains patients, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Pas nécessairement à vie. En plein ça. Pas pour tout le monde, du moins. Quand vous avez mentionné tout à l'heure les thérapies, quelles sont les formes de thérapie qui existent à l'heure actuelle pour quelqu'un qui a soit une dépression, soit une lésion psychique, soit un burn-out? Ça dépend vraiment c'est quoi la lésion, ça dépend c'est pourquoi qu'on traite aussi. Tu sais, c'est pas nécessairement parce qu'on a un antidépresseur qu'on doit avoir une thérapie. Là. Disons, une femme qui a des symptômes de ménopause, elle n'ira pas en thérapie pour ça. C'est vraiment plus pour la dépression, l'anxiété, troubles psychologiques. Ça, c'est vraiment selon le médecin ce qu'il juge important. Est-ce que ça va être un psychologue? Est-ce que ça va être quelqu'un dans le milieu qui va l'accompagner pour évaluer ses besoins? Exemple, travailleuse sociale, c'est chaud. En plein ça. Ces professionnels-là. Oui, parfois, ça va se rendre au psychiatre si c'est un problème psychiatrique plus important. Fait que c'est vraiment le médecin qui va évaluer les besoins de thérapie, mais c'est toujours bon de combiner.
Parfait. L'autre aspect que je voulais développer avec vous concernant les antidépresseurs, c'est les effets secondaires. Vous aviez commencé à nous en parler un peu. Oui, bien en fait, les principaux effets indésirables, ce qui est important de savoir, c'est transitoire. Ça veut dire qu'on ne va pas les traîner tout au long du traitement. Okay. C'est bien important. Il ne faut pas que ça décourage les gens à débuter un traitement s'ils en ont réellement besoin. Fait que les principaux, c'est la nausée. C'est surtout vraiment sur le système gastro-intestinal. Donc, nausée, constipation ou diarrhée et mal de tête. Je dirais que ça, c'est vraiment là, le top des effets indésirables qu'on reconnaît souvent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en commençant le dosage graduellement, ce qui est souvent fait en pratique, on diminue ces risques-là d'avoir des forts effets indésirables et ça dure à peu près là, 1 ou 2 semaines par palier de dosage qu'on augmente. Fait que c'est vraiment pas très long comme effet indésirable et c'est pas nécessairement super intense non plus. Là. La personne n'a pas besoin d'être en arrêt de travail là, pour tolérer ça là, du tout. Là. On fonctionne très bien malgré ça. Sinon, nous, on peut l'accompagner aussi pour donner là, des petits traitements là, occasionnels aux besoins si, disons, les nausées sont si importantes. Ça peut être ça. On avait débuté, mais on n'a pas été plus loin au niveau des effets secondaires. Ça, le monde, il pose souvent des questions en rapport avec ça. Avec raison. C'est une nouvelle molécule. Souvent, c'est pas connu ou très peu connu. Dans le bureau du médecin, on n'a pas tout le temps non plus là, de les nommer de long en large. Fait que les gens restent avec des questions, puis c'est normal. Les principaux effets indésirables, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est transitoire. Ça ne va pas durer tout le long du traitement. Souvent, là, on parle de 1 à 2 semaines. Ces effets-là, c'est tout qui touche un petit peu le système digestif, là, donc la nausée, la diarrhée ou la constipation. C'est quand même assez connu, mais ça ne dure pas longtemps. Sinon, il peut y avoir des maux de tête aussi occasionnels. Puis souvent, on va avoir un trouble du sommeil. Ça, le trouble du sommeil, il y en a que ça l'inquiète, ils ne veulent pas commencer à avoir de l'insomnie. On ne parle pas nécessairement d'insomnie en général à proprement dit. C'est surtout que quand on revient avec notre humeur qu'on avait auparavant, c'est sûr que l'énergie peut revenir un petit peu aussi. Fait qu'on, si on le prend le soir, notre médicament, puis qu'il nous donne cette énergie-là, bien, ça peut causer de l'insomnie. Donc, le pharmacien, ce qu'il va faire, il va simplement le déplacer au déjeuner. Ça va donner de l'énergie dans la journée, puis la personne va bien dormir le soir. C'est pas un effet là, très difficile à gérer quand c'est de l'insomnie ou au contraire, si c'est de la somnolence, bien, au lieu de le prendre le déjeuner, on va le déplacer au souper ou au coucher. OK, pour lui permettre de travailler peut-être pendant la période. En plein ça. En plein ça. Puis même principe, l'effet indésirable souvent délaissé, mais souvent questionné par les patients, je ne vais pas mentir, c'est la prise de poids. Ça inquiète beaucoup de personnes de débuter un antidépresseur en raison de la prise de poids. Ce qu'il faut savoir, là, c'est pas très gros là, comme prise de poids. On parle de 0,5 à 2,5 kg en moyenne habituellement. On ne parle pas de plusieurs livres. Faut être, c'est ça, rationnel là-dedans, il faut faire attention, puis il faut surtout faire attention parce que l'humeur revient, l'appétit peut revenir aussi. Ouais. C'est ça qui arrive. Il faut faire attention à nos choix alimentaires, il faut continuer d'être actif. Si l'énergie nous reprend pour manger, bien, on peut se dire que ça nous reprend aussi pour être actif physiquement. C'est juste de faire des choix sensés, puis de se contrôler un petit peu là-dedans. Mais sinon, là, c'est pas à arrêter un traitement ou avoir peur de le débuter habituellement. Vous avez mentionné tout à l'heure la perte de sommeil. La question qui me vient à l'esprit, c'est celle-ci. Le médecin ou la pharmacienne ou le pharmacien, est-ce qu'il doit prescrire un autre médicament pour le problème de sommeil ou simplement c'est une question de variation dans l'antidépresseur? Bien, si le problème de sommeil était là initialement, c'est sûr que selon la gravité, là, si ça fait des mois là, que la personne dort très mal, on veut qu'elle récupère le plus rapidement possible, on peut lui donner un médicament à prendre aux besoins en accompagnement de l'antidépresseur. Mais souvent, les troubles de sommeil, ça peut être aussi en lien avec la dépression en soi. Autant que la personne peut trop dormir que pas assez parce qu'elle est tourmentée ou qu'elle se pose trop de questions et tout ça. Quand l'effet de l'antidépresseur va agir, quand ça prend à peu près 2 à 4 semaines là, normalement là, pour avoir l'effet complet du médicament, on ne devrait plus avoir ce trouble-là. Mais si c'est une insomnie autre qui est accompagnée de la dépression, effectivement, on peut traiter avec 2 médicaments à la fois. Donc, un médicament à prendre au coucher et l'antidépresseur à prendre dans la journée. Si le médicament ne convient pas à la personne, est-ce que c'est vous, pharmacien ou pharmacienne, qui avez l'autorisation requise pour modifier, augmenter, diminuer le médicament ou c'est le médecin ou les deux ensemble? Bien, on essaie de travailler le plus possible en équipe.
le pharmacien n'a pas le droit de modifier le traitement pour une autre molécule. Ça, c'est bien important. Par contre, on peut intervenir avec le patient et le médecin. Si, par exemple, le patient, son prochain rendez-vous, c'est dans un mois, mais que ça ne fonctionne pas du tout le traitement, là, pour X raisons, soit des effets indésirables qui n'en viennent pas à bout ou qu'il n'y a aucune efficacité, même si on est à pleine dose du médicament, nous, on va intervenir en communiquant avec le médecin, en proposant autre chose pour notre patient. Fait que souvent, ça devance un petit peu le rendez-vous dans 4 semaines. On peut tout de suite faire une modification. Si c'est une question de dose, par exemple, qu'on se rend compte que la dose est trop forte... Oui, c'était mon autre question d'ailleurs, augmenter la dose. Là, on peut intervenir autant à la baisse qu'à la hausse. Donc, si on voit qu'on a une réponse partielle au traitement, donc les symptômes se sont un petit peu améliorés, mais pas à 100 encore, mais là, on peut intervenir avec le patient pour augmenter graduellement les doses, tout en avisant le médecin de nos interventions, pour qu'on travaille en équipe, évidemment. Ici, la dose, on se rend compte avec le temps, par exemple, qu'on veut commencer à le cesser ou quoi que ce soit, que ça fait longtemps, qu'on a eu des changements autour de nous, qu'on se sent bien outillé maintenant là, pour tenter de diminuer la dose ou complètement arrêter l'antidépresseur. On peut intervenir avec le patient pour l'aider à l'arrêter graduellement. On est là pour ça aussi. Fait que, depuis le début de notre série, vous maintenez toujours le même langage. C'est une question d'équipe. Oui. C'est travailler en équipe. Ça part du médecin, pharmacien ou pharmacienne, les techniciennes, c'est tout regroupé ensemble pour le bien-être de l'individu qui doit être soigné. En plein ça. La collaboration, là, on aime bien ça. OK. Maintenant, la question qui me vient à l'esprit, c'est les interactions entre les médicaments. Pourriez-vous nous donner des exemples de ça? Oui. Bien, une des questions, c'est pas nécessairement un médicament, c'est l'alcool. Je me le fais souvent poser en pharmacie. Okay. Est-ce que je peux consommer de l'alcool avec mon nouveau médicament? La réponse est oui, mais avec modération et prudence, surtout au début. On est mieux de se familiariser avec la nouvelle molécule qu'on a, voir comment on réagit à la molécule seule. Si on voit que ça va bien, qu'on est rendu habitué et tout ça, bien, prendre un verre de vin ou souper, il ne faut pas trop s'inquiéter non plus. L'important, c'est d'y aller avec modération parce que c'est quand même un effet additif d'antidépresseur, de prendre alcool et antidépresseur ensemble. Additif, dans quel sens vous le mentionnez? Bien, les deux ensemble augmentent l'effet antidépresseur. Okay. Sur le coup, on peut se dire « Ah, bien, c'est bénéfique pour moi », mais c'est plus le lendemain. Quand l'effet de l'alcool diminue puis s'en va, on peut avoir des symptômes moins agréables. Ça veut dire qu'ils peuvent produire des effets contraires? Bien, normalement, c'est l'effet similaire. Additif, c'est ensemble. C'est comme ils ont le même effet antidépresseur, mais quand on prend trop d'alcool, par exemple, le lendemain, je vous apprends rien, on se sent pas trop bien. Bien, c'est le même principe. Si en plus, on a des symptômes limites de dépression qui sont pas trop bien contrôlés, ça peut mal virer. Là, on peut se sentir très mal, on peut devenir anxieux, d'avoir des nausées importantes et tout ça. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. Mais il ne faut pas se priver non plus. Si un patient aime ses petites habitudes de fin de semaine ou quoi que ce soit, il peut continuer tout en y allant avec modération, tranquillement, pas vite, et éventuellement, là, il va connaître ses limites de toute façon, puis il n'y a pas de particularité. Ce que vous faites, est-ce que tu peux, Maude, me donner un exemple de médicaments qui pourraient y avoir des interactions? Oui, bien, il y a différents médicaments. Ça, c'est surtout notre rôle de pharmacien avec le médecin, quand on veut prescrire un nouvel agent, de s'assurer que c'est sécuritaire avec ce qu'il prend déjà. Mais ce qui cause plus problème, je vous dirais, ce pas les nouveaux médicaments ajoutés par le médecin, c'est surtout les gens, qu'est-ce qu'ils prennent en vente libre sur les tablettes qui sont un petit peu sans surveillance, malheureusement, les fameux produits de santé naturelle. On pense parce que c'est naturel, qu'il n'y a pas d'interaction, qu'il n'y a aucun problème ou quoi que ce soit. Il peut en avoir. Il peut avoir des interactions assez significatives parfois avec la médication. Donc, c'est à faire attention, puis ça mérite le petit 30 secondes au comptoir avec le pharmacien pour s'assurer que c'est compatible avec ce qu'on prend déjà. OK. Puis si je ne me trompe pas, les produits naturels ne sont pas régis de la même manière que la médication. Là, effectivement. Puis surtout pour les études, les données probantes, c'est pas la même qualité non plus, malheureusement. Fait que c'est dur, des fois, de se fier aux produits de santé naturelle. On en recommande, là, ça peut être très bien parfois pour certaines indications, mais l'important, c'est de se renseigner un professionnel de la santé. C'est vraiment la clé. C'est ça que je conseillerais. J'entends, je dirais pas régulièrement, mais j'entends quand même assez souvent qu'on mentionne le mot sevrage. Je sais que la majorité des sevrages sont faits par des pharmaciens ou pharmaciennes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle occasion, dans un premier temps, ça survient? Et deuxièmement, comment vous faites ce sevrage? Comment
Quelle méthode vous utilisez pour faire un sevrage? Oui. Bien, en fait, pour les antidépresseurs, là, si on reste dans ce contexte-là, Ouais. on va évaluer avant tout si le patient est prêt à débuter une cessation graduelle qu'on appelle ou un sevrage. Si ça fait 3 mois qu'il prend la médication puis qu'il pense que tout va bien puis que tout est résolu, ça nous sonne une cloche. On va quand même intervenir avec le patient. On est mieux de continuer un petit peu plus. Pas parce que là, l'antidépresseur fait effet qu'on pense que tout est parti. On veut continuer un petit peu plus. Fait qu'à peu près 6 mois à 12 mois, comme je le mentionnais tantôt. Si on est rendu à 1 an de traitement, puis vraiment, il y a eu des changements significatifs dans l'entourage de la personne, il y a des outils maintenant pour bien fonctionner et tout ça, bien là, on est ouvert à faire un sevrage avec la personne. Ce qu'on va faire, c'est selon la durée du traitement. Plus ça fait longtemps que le patient prend un traitement, plus on va y aller tranquillement pour éviter les symptômes de sevrage qu'on appelle. Si ça fait un 12 mois, bien, on y va quand même graduellement. Habituellement, au cours d'1 mois, là, on s'en sort puis on peut arrêter là, la médication. Si ça fait 5-10 ans, mais là, on va peut-être être plus prudent, puis on va prendre un petit peu plus de Ça semaines. peut prendre quelques mois à ce moment-là pour plein ça. interagir. Tout ça pour éviter les symptômes de sevrage, parce que c'est le même principe que sauter des doses. Le patient peut avoir des vertiges, peut avoir des étourdissements, des nausées, troubles du sommeil importants. Fait qu'on ne veut pas arrêter ça d'un coup. C'est ça qui est important à retenir. À cause des effets secondaires, c'est ce que je comprends. Des effets de sevrage, c'est ça, qui reviennent en force. Des effets de sevrage, oui, c'est plus juste. Maintenant, une autre catégorie, que je connais beaucoup moins, je dois l'admettre, c'est les anxiolytiques. Oui. Pouvez-vous nous dire d'abord en quoi ça consiste, hein, un médicament anxiolytique? Oui, l'anxiolytique, parfois, ça peut être un traitement seul pour l'anxiété chez un patient quand les moments d'anxiété sont quand même prédéterminés, sont faciles à prévoir par le patient, disons, et qui sont assez occasionnels. Si on parle d'une anxiété généralisée, par exemple, on n'aura probablement pas le choix de combiner l'anxiolytique avec un antidépresseur ou un autre traitement. Ces médicaments-là, souvent, je les appelle un peu les béquilles dans les traitements. C'est pas un traitement qu'on veut là, tout mettre à 100% juste sur ça. On veut qu'il nous accompagne, qu'il soit là au besoin. C'est un peu un traitement d'urgence. En cas de besoin, on les prend. Leur avantage, en fait, c'est qu'ils agissent très rapidement. On voit un effet en quelques minutes. Donc, un moment d'anxiété... À ce point-là, aussi rapidement que ça. Un moment de panique ou quoi que ce soit, dans les 15-30 minutes, exemple, oui, bien, on le prend rapidement. La personne peut l'avoir avec soi en permanence, surtout donc quelqu'un qui est plus nerveux de sortir en public ou des choses comme ça, puis il peut traîner cette médication-là, l'avoir avec lui en permanence, puis en prendre au besoin. Ça va le calmer assez rapidement. Donc, pour ça, on les aime beaucoup. Il y a... chez nous, on mentionne les benzos. Oui. Là, si je comprends bien, les benzos, c'est 2 catégories d'anxiolytiques. On a les benzodiazépines, qui est une partie des anxiolytiques, et on a les anxiolytiques non benzodiazépines. C'est un peu comme ça qu'on les sépare pour savoir de quoi on parle. Là, Pouvez-vous nous donner des exemples pour chacune de ces 2? Oui. Bien, en fait, les benzodiazépines sont vraiment reconnus. C'est souvent les traitements les plus prescrits, je dirais, là, par les médecins. C'est souvent les médicaments qui finissent par PAM, donc chlorazépam, oxazépam, temazépam. Tous ceux-là, cette gamme-là, c'est les benzodiazépines. Tandis que les anxiolytiques non benzodiazépines sont un petit peu moins connus, mais sont fort utiles quand on sait qu'un patient a des antécédents de dépendance ou d'abus de substances, des choses comme ça. On va favoriser cette voie-là, en fait. Comme traitement. Mais ils servent, chacun des 2 catégories, j'aimerais ça que vous m'expliquiez, ils servent dans quelle occasion, exemple? Ça peut servir à la même chose. L'objectif est le même. Okay. C'est juste le choix de la molécule va dépendre, dans le fond, des antécédents du patient et de sa situation. C'est plus ça. On est toujours dans les mêmes difficultés comme l'anxiété, la dépression. Crise de panique, démence, des choses comme ça. C'est plus dans ce contexte-là que c'est prescrit. C'est quoi les effets secondaires? On va y aller en partant avec les benzodiazépines, parce que c'est une classe toute similaire. C'est tous les mêmes agents, si on veut. L'avantage, on l'a dit, ils agissent rapidement, on les aime et tout ça. Il faut faire attention, parce que utiliser régulièrement, à haute dose, ces médicaments-là peuvent occasionner de la dépendance, une accoutumance. Puis on ne veut pas être pris avec un autre problème de prise de médicaments qu'on est dépendant. Il y a des risques de dépendance. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'il faut bien choisir la clientèle à laquelle on le donne, ces médicaments-là. Fait que ça, c'est l'effet principal. Sinon, bien, c'est autant prescrit pour l'anxiété que l'insomnie. Donc, on peut en déduire, ça cause de la somnolence, ces médicaments-là.
Fait que selon le patient, s'il n'est pas habitué d'en prendre, puis disons, je pense à un camionneur qui a une crise d'angoisse, bien, on pourrait peut-être pas lui donner ce médicament-là puis qu'il continue à travailler. Ça pourrait devenir dangereux. Fait que ça aussi, il faut faire attention. Il y a de la somnolence associée. Puis après, il faut être vigilant par rapport à ça. Ça peut causer évidemment constipation, bouche sèche. Là, c'est vraiment les principaux effets indésirables. Et sinon, bien, chez les personnes âgées, bien, il faut faire attention parce qu'on peut être un petit peu chambranlant quand on prend ce médicament-là. On s'endort un petit peu plus facilement. Le risque de chute est plus élevé. Mais quand c'est prescrit à bonne dose, faible dose et utilisé là, de la bonne façon, les risques là, sont très limités. Est-ce que c'est des médicaments qui sont prescrits à court, à moyen ou à long terme? Dans l'idéal, on voudrait que ce soit à court terme. Oui. Si on a une anxiété là, généralisée, on va favoriser là, le traitement d'appoint, donc les consultations avec un psychologue ou un professionnel de la santé autre, avec probablement un antidépresseur. Le temps d'avoir l'effet de l'antidépresseur, qui peut être 2 à 4 semaines, bien, on peut avoir cette petite béquille-là en attendant pour les symptômes là, d'anxiété. Mais une fois que l'antidépresseur va faire effet, ça serait l'idéal de s'en départir de cet anxiolytique-là. Mais reste que souvent, en pratique, on le voit maintenu des années au dossier. C'est correct si la personne le prend vraiment occasionnellement. Mais une prise régulière tous les jours, là, c'est là que ça peut devenir problématique. OK. Donc, surveillance régulière dans l'évolution de la médication de ce type-là. En plein ça. Bon. Merci, Maude. C'est une émission, encore une fois, qui a été super intéressante. J'ai encore appris beaucoup de choses. C'est plaisant. Puis je suis convaincu que nos téléspectateurs et téléspectatrices doivent être ravis du contenu de l'émission. Ça m'a fait plaisir. Merci. Et à la prochaine.